Bienvenue au comptoir, le podcast hétéroclite des plaisirs de la table. Chez Coca, on aime la bonne bouffe, surtout quand elle est bien arrosée. L'univers F&B fait partie de notre ADN. Le comptoir, c'est un rendez-vous mensuel durant lequel on décrypte avec nos invités différents aspects de l'univers de la gastronomie, chez Coca et ailleurs. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du comptoir intitulé La Grande Bouffe. On se retrouve au Stamm, le restaurant de Coca à Bussigny. Avec Marion et moi-même Jean, nous serons vos hôtes pour cette nouvelle série. On décrypte aujourd'hui pourquoi l'univers de la gastronomie est au centre de l'univers Coca. Et pour ce faire, on est accompagné de Vanessa. Bonjour Vanessa, qui a créé le pôle cooking. Exactement. De Benoît, qui a créé le pôle alcool. Alias Mr. Q-Wine. Alias Mr. Q-Wine. Et de Fabio, responsable opérationnel et l'un des initiateurs du Stamm. Bonjour Fabio. Bonjour Jean. Cool, merci Jean pour les présentations. Je propose qu'on commence ce premier épisode avec une question un petit peu existentielle. Pourquoi est-ce qu'on fait du F&B chez Coca ? Est-ce que c'était Pascal qui est très épicurien ? Est-ce qu'il y a autre chose ? C'est ça. C'est parce qu'on l'aime, on aime ça en fait. Chez Coca, on fait ce qu'on aime. On a toujours fait ce qu'on aime dans la vie. Et donc du coup, c'est vrai que Coca aimant Pascal du coin, Mister Coca, je voulais dire, étant effectivement très épicurien, proche de la nourriture et du bon vin. Je me souviens, en quelques années après le lancement officiel donc de Coca, je rencontre Pascal en soirée et il me dit ah mais c'est génial ce que tu fais, j'adore l'œnologie, j'adore le vin, j'adore la Bourgogne aussi, Bordeaux, et pourquoi on n'essayerait pas de développer une structure autour du vin sur Coca. Et tu faisais quoi à l'époque ? À l'époque, j'étais dans les achats pour la restauration, donc en Suisse. Okay. Je venais d'arriver de France depuis 2-3 ans, plus ou moins. Mais je lui dis non, écoute, je suis vraiment pas ton homme pour l'instant. J'ai pas assez de contacts et de connaissances dans le milieu international du vin. Ouais, mais c'est pas grave, on en reparlera plus tard. Et puis quelques temps plus tard, 2 ans plus tard, on se rencontre une nouvelle fois. Et je lui dis, bon voilà, Pascal, cette fois, maintenant, Mister Coca, je suis prêt. J'ai envie de développer la cellule vin pour Coca. On y va, on se lance. Et puis, c'est né comme ça, juste d'amitié et d'amour pour le vin, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que c'était en 2009 que, je pense, la première offre Q-Wine a apparu sur Coca. Et à l'époque, on était très geek. Donc, il y avait des PlayStation, des iPhones et au milieu du vin. Et c'est vrai qu'en 2009, la vente de vin sur Internet n'existait pas. Les gens allaient dans les caves, donc c'est vrai que ça a surpris beaucoup de monde. Et puis c'est après quelques tests sur Coca qu'ils ont décidé, parce que je n'étais pas encore là au moment où Benoît et Pascal ont décidé de lancer la Vertical Q-Wine. C'était un gros challenge parce qu'en 2009, en France, le marché du vin sur Internet se développait et se plantait en même temps. Certaines plateformes allaient droit dans le mur et tout le monde nous disait mais c'est pas possible, on peut pas vendre du vin sur Internet. Communauté ou pas communauté, le vin c'est un produit de bouche, c'est un produit de proximité, vous y arriverez jamais, personne n'accrochera à votre concept de vendre du vin sur Internet. Alors, et on va pas donner de chiffres, mais pourtant la première offre de vin sur Coca était fabuleuse. C'est vrai qu'on avait un super producteur, on avait une belle offre pour la communauté, un prix très 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 attractif pour la qualité. Et c'était un énorme succès en fait sur Coca en fait cette première offre qui a eu lieu. Ouais. On voit qu'aujourd'hui oui ça continue à se développer, tout l'univers alcool est quand même bien présent et un des parties préférées de la communauté, je pense. Et toi, Vanessa, d'où c'est venu l'envie de développer justement tout ce pôle cooking autour vraiment de la nourriture ? C'est exactement ce que Benoît il a dit. Je pense que Coca, ça a toujours été une histoire de rencontre, de la rencontre juste avec la bonne personne et de passion. Et on a toujours développé nos passions. Donc exactement, on adore manger, on adore la bonne nourriture. Moi, je revenais tout juste de Paris quand j'étais engagée justement pour développer Cooking. Et on avait d'abord un focus plutôt sur tout ce qui était articles de cuisine, ustensiles et tout ça. Il y avait eu quelques expériences faites, je crois, directement sur Q-Wine. Il y avait de l'huile d'olive, des panettone. Donc, on savait que déjà, il y avait un marché. Et personnellement, j'avais l'amour du bon produit, on va dire, du produit juste. On n'avait vraiment pas envie de proposer les mêmes choses qu'on trouvait déjà partout. Donc, on a vraiment essayé de faire une sélection le plus naturelle possible,
basé sur des coups de cœur, mais pas seulement sur des coups de cœur, par exemple, que moi j'avais. Et c'est ça qui était intéressant, c'était le coup de cœur que Benoît pouvait avoir parce qu'il était parti en Italie, que Pascal, notre Lottery Chief, qu'il avait eu parce qu'il était parti en Grèce. Et c'est comme ça que petit à petit, on a construit une jolie sélection qui fonctionne super bien et qui est vraiment suivie. Je pense qu'on a réussi, et j'espère, à gagner la confiance des loutres qui nous suivent. Et voilà. Mais en effet, c'est très recherché par notre clientèle. Ouais. Ouais. Et on a vu qu'en plus, ça a été développé. C'était plutôt des objets pour cuisiner à la base. Et maintenant, on fait aussi de l'épicerie fine et beaucoup d'art de la table également. Exactement. Mais toujours, on a un forum et c'est ça qui est magnifique. C'est qu'on a un contact direct avec les gens. Et aussi, on essaie de répondre à leurs besoins. Donc, c'était souvent aussi des choses au niveau de l'art de la table, au niveau de la cuisine. C'est des choses qu'on nous demandait. Et alors, du coup, on a essayé de répondre au mieux. Ouais, mais là où j'aimerais en fait réinsister un tout petit peu, c'est juste pour rebondir ce que tu disais. Ouais. Et Coca, il y a plus de 10 ans de ça, en fait, c'était une grande famille. Et en fait, c'est lié de rencontres et d'amitié. Fabio qui se présentera, c'est un ami d'enfance de Mister Coca. Mister Coca que j'ai rencontré depuis, c'est un ami et on a développé ce tissu. Vanessa également, Miss Cooking est très proche de Pascal. Et en fait, on a construit un Coca autour de cette proximité, autour des liens qui nous unissaient et de nos passions communes, voilà, pour dégoter des plans à la communauté, en fait, c'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on regarde Coca comme, c'est vrai, c'est un géant du numérique, hein, c'est comme ça qu'on nous appelle un peu, mais au final, c'est une bande de potes bien unis avec des valeurs communes et une passion pour le produit qu'on développait tout simplement, en fait, les offres pour la communauté. Hein. Et puis Jean, tu parlais aussi justement pourquoi la gastronomie prend une place importante. C'est vrai que souvent, quand je fais des conférences, on me demande mais comment viennent vos idées? Puis souvent ils nous disent mais c'est des workshops, vous faites des... Mais en fait souvent c'est faux. C'est souvent, comme dit Benoît, c'est souvent par des rencontres et c'est quand tu penses pas à un sujet que tu en discutes. Et souvent il y a du vin, un peu de charcuterie. Ouais. C'est la table familiale du dimanche, quoi. Et du coup c'est souvent là en fait où les idées les plus spontanées viennent. C'est souvent là en fait des idées folles qu'on a pu proposer durant les semaines anniversaires qui sortent. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'on n'a pas de limite, puis on met le barème assez haut et on est assez libre. Hein. Et c'est vrai qu'au début, on avait cette proximité parce qu'on était, à l'époque de Benoît et même de Vanessa, on était 10, 12. Et du coup, quelqu'un se levait, parlait d'une idée, on se mettait à table, on discutait, et puis l'idée était développée le lendemain. Donc c'est vrai qu'il y avait ce côté un petit peu spontané. Et c'est vrai qu'il y avait toujours du vin au milieu parce que c'est comme ça que ça commence. Il y a même des vidéos que je me rappelle, on a tourné en fin de soirée pour lancer un produit ou pour faire une com'. Et je pense qu'on le referait pas aujourd'hui, je pense. Ouais, on a mis des rushs de côté. Ouais. Faudra faire une vidéo spéciale avec les rushs. Je pense que ça plairait à tout le monde. Ouais, moi j'avais une petite question pour Benoît. Je me demande toujours ce que tu réponds aux personnes qui trouvent qu'on vend trop d'alcool, trop de vin, trop de bière, trop de spiritueux. Finalement, c'est quand même ce qui fait le lien aussi quand on écoute un petit peu l'histoire de comment c'est créé Coca. Oui, alors c'est vrai qu'effectivement, l'univers alcool, de par donc, le développement de Q-Wine, c'est le deuxième donc, univers développé en parallèle du shop mère Coca, qui aura donc 15 ans l'année prochaine. Donc évidemment que 15 ans d'existence, au fil du temps, donne envie de continuer de développer les univers et de toucher à tout ce qui regroupe cet univers d'alcool. Donc, qu'est-ce que je pourrais leur dire en leur disant qu'il y en a trop? Je peux les comprendre. On travaille, on a un projet pour tout rassembler comme ça et puis faire quelque chose d'un petit peu moins... intrusif, si on veut bien, mais c'est pas pour tout de suite. Non, j'ai envie de leur dire qu'ils essayent de déguster une fois un vin qu'on propose, et puis peut-être qu'ils seront comme le reste de la communauté. J'ose te poser une question, parce qu'il y a ce phénomène aussi dry January, il y a ce phénomène d'alcool fort sans alcool, ou très peu d'alcool, ou de les vins. Comment tu vois ce phénomène, en fait, surtout par rapport aux réactions de la communauté? C'est ce phénomène un petit peu de sans alcool. Oui, alors, c'est vrai qu'il y a une grosse mouvance qui s'installe autour du bien-être et de sa santé. Et personnellement, je vais prêcher pour ma paroisse, mais je ne pense pas que de mettre 100% des alcools ou du vin de côté puisse améliorer la santé de chaque individu. Oui. On ne va pas rentrer dans les statistiques des offices.
Non, là, je Tout déconne le un monde peu. est responsable Voilà, de soi-même chacun et est surtout qu'on responsable. propose aussi maintenant également des alcools, des faux alcools, des alcools sans alcool et des Oui, mais c'est pas la boissons. solution parce que c'est bourré de sucre. Pas tous, il faudrait regarder. Oui, non, mais c'est pas forcément la solution. On déplace le problème. Hein. Ça, je suis Non, assez je pense d'accord qu'il faut avec ça juste aussi. être raisonnable dans sa consommation. Et c'est la solution, en fait. Plus que de dire, bon, voilà, génération, on va bannir l'alcool. Non, au contraire, il faut continuer d'éduquer et de cultiver cet art de la table et de la gastronomie qui est l'alcool. Et Fabio, du coup, j'ai une petite question pour toi cette fois. C'est vrai qu'on a vu quand même qu'on a développé un énorme pôle alcool chez Coca. Et puis ensuite, on a créé une brasserie, un restaurant. C'est quoi la suite? Je sais On pas. fait du vin, on Un ouvre un hôtel. hôtel. Ah, moi, je sais, Non. moi. Tu Un sais, hôtel. Benoît? Non. Après, le À restaurant, Vignoble, j'espère à qu'on Vignoble. reviendra dessus, parce que c'est clair qu'il y a 3-4 ans, jamais on aurait pensé ouvrir un restaurant. Je pense qu'il y a eu pas mal d'éléments qui sont arrivés en même temps pour créer ce restaurant aujourd'hui, qui est dans le QG et qui est un peu notre headquarter chez Coca. Parce que c'est clairement, nous, on a un pôle digital, on connaît un peu le web, on connaît le e-commerce, mais la restauration, c'est un autre monde. Et on l'a fait grâce aux rencontres, grâce aux personnes qui sont chez Coca et qui développent le pôle expérience, les hôtels, qui ont les capacités de comment fonctionne un restaurant. Mais c'est clair que je ne sais pas la limite où elle sera. C'est clair qu'on parlait avec Benoît aussi, je pense qu'il peut-être pourra en parler, de pourquoi pas avoir une vigne communautaire. Donc, Un domaine. Un domaine, Une vigne. pardon, une vigne, plus qu'une vigne, un domaine. Donc, Un c'est clair, domaine, il y on va a- aller- il y a pas mal d'idées qui viennent un petit peu comme ça. Après, c'est souvent les opportunités qui sont croisées avec le bon moment, le bon timing. Mhm. Donc, je pense que ce serait plutôt un beau domaine. Ouais. Et toi, Vanessa, tu vois un peu comment l'évolution du pôle cooking, parce qu'il a quand même bien évolué depuis le début. Est-ce que tu penses qu'il y a encore beaucoup de nouveaux projets à amener autour de cet univers? Alors au niveau du food, oui, on a plein de projets qui vont arriver. Pour nous, c'est hyper important, en tout cas au niveau de l'épicerie fine, de ne pas proposer le produit qui se trouve dans le supermarché du coin et de vraiment développer des produits avec la communauté. C'est vraiment ça la vision pour les prochaines années. C'est ce qu'on a fait par exemple avec des sirops morans qui fonctionnent extrêmement bien. C'est ce qu'on a fait avec notre fondu communautaire. Et on a d'autres choses qui vont arriver, hein. On se réjouit de le partager, mais voilà, c'est vraiment faire des produits sur mesure, votés et choisis, sélectionnés par la communauté avec nous. On va aussi commencer à développer peut-être des ateliers où justement la communauté va pouvoir venir et déguster et Ok. choisir avec nous. Ouais. Ouais, ce serait super intéressant, comme ça on récolte les feedbacks directs. Et puis ça crée encore une fois une émulation avec les Caucasiens. Une expérience, parce que c'est sûr qu'on est du digital, on est sur une application, mais on voit qu'il y a un besoin et aussi une envie de notre part de rencontrer de plus en plus notre communauté et de travailler avec elle sur des jolis projets. Top. Ouais, ça fait des beaux projets en perspective. Et du coup, Benoît, tout à l'heure, tu parlais de potentiellement vigne communautaire. Enfin, c'est surtout Fabio qui a lancé un petit peu le pavé dans la mare. Non, mais Mais tu veux nous en dire un peu plus? ça fait plusieurs années qu'on réfléchit. Effectivement, peut-être qu'on attend la bonne opportunité, le bon moment. Alors c'est vrai que tu parlais de brasserie, donc là on est quand même en train de... C'est la mise en route officielle, les premiers brassins vont voir le jour donc le mois prochain. Alors c'est vrai que c'est une belle aventure, c'est quand même une grosse entreprise qu'on est en train de développer. Peut-être qu'on a aussi envie de donner un petit peu le tour sur cette activité bière pour pouvoir en tirer les leçons de la production. C'est vrai que c'est la première fois que Coca, en tant que numérique, met un pied dans la production artisanale. C'est bien qu'on regarde de près ce qui se passe. On est à domicile, puisque c'est juste là-dessous. Voilà. Et puis, ça reste dans les tuyaux, sans faire de mauvais jeu de mots. D'ici peut-être 1 an ou 2, on va vraiment s'intéresser à développer effectivement un domaine communautaire. On verra, je ne sais pas comment l'appeler. On n'a pas encore les tenants et aboutissants, mais en tout cas c'est un projet. Après, on souvent, aimerait. c'est lié au partenaire. C'est vrai que chez Coca, on a toujours créé, comme les sirops morans que Vanessa mentionnait, c'est avoir un partenaire qui comprend la philosophie, qui a la même envie que nous et qui ne voit pas juste le côté commercial. Donc je pense le jour, peut-être un appel aux vignerons, si un jour on rencontre un vigneron qui a la même ADN, parce qu'après il faut des gens du terrain,
Et puis après, je pense que si on fait cela, la communauté doit venir voir les vignes, doit venir travailler, pourquoi pas cueillir. Donc il y a tout un travail aussi d'accompagnement. Et je pense qu'il faut trouver le bon timing et le bon partenaire qui est prêt à relever ce défi aussi. Parce que c'est un sacré défi. Hein. Oui, oui. Ouais, c'est beaucoup d'investissement à travailler la vigne. De toute façon, on sait que c'est quand même. Benoît, tu rentres de vendange, tu sais de quoi tu parles, quoi. Ouais, complètement. Oui, bah justement pour dire, bah voilà, moi je suis la 3e génération, donc typiquement si Coca demain veut investir, en tout cas dans ce domaine du secteur vitivinicole suisse. Ben, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de lourd avec, et avec des conséquences parce que c'est pour des années en fait. Hein. C'est pas un petit projet, donc ça se réfléchit quand même. 3e génération par rapport à ta famille ou par rapport à Q-Wine? Non, par rapport à ma famille. Ok. Est-ce que ce serait pas l'heure de faire une petite pause? Jean, je crois que tu nous as apporté quelque chose, non, à déguster? Ouais, je vous ai apporté une petite surprise que vous pouvez goûter. Alors, je crois qu'il y a Alex c'était pour qui faire, va nous, c'était pour faire un petit clin d'œil aux loutres que nous Alors, sommes on va en tant qu'employés Coca. Et du coup, on déguste quelque chose que les loutres aiment bien. Vous pouvez déguster à l'aveugle et on vous dit après ce que c'est. Vous Alors, il y pouvez a des trouver petites ici. fourchettes là-bas, si vous voulez. Mais à l'aveugle, là, ça va être compliqué. Hein. Je vous dis après ce que c'est de toute Ah façon. On vous laisse une chance d'avoir à l'aveugle. Merci. Je me demandais avec une qu'on allait petite arriver. Arvine. Hein. Petite Parce Arvine. que- Bon choix, un pod- sommelier. Un On y va, on podcast. se lance. Allez-y, allez-y. Allez, moi aussi, je vais goûter, même si je sais ce que c'est. Bah, moi aussi. Et c'est Jean qui a bien évidemment découpé. C'est du poisson, mais lequel? De la truite. Truite, ouais. C'est un poisson de lac. Hein. Il vient du lac Léman. On Ah. source nos produits De proches. la Ferra. Bien vu, ouais, c'était de la Ferra. Bien, Fabio. Bravo. Très bon. Petit goût fumé derrière. Mais- Pour l'accompagner, on a choisi une petite Arvine de la Rodeline. Et du coup, en fait, Ah, je Yvon crois pas que Reduit, Marion et Jean vous êtes superbe présentés en domaine à fait. Fuy, terroir On granitique. s'est présenté au début de l'épisode. D'accord, ouais. On peut approfondir un peu D'accord. autour du verre de vin. Bon, Ah. ouais. Merci. Bon, ben, santé. bon, hein. Allez, Santé. santé. Bonne idée, bonne idée. Elle vous plaît cette Très bon. Ouais. Ouais, c'est bon. Parce que, ouais, Bon. J'aime bien l'assaisonnement. Un peu de citron. Oui, c'est fin. l'assaisonnement est très simple. Un trait d'huile d'olive, un zeste de citron jaune et zeste de citron vert. Excellent. Il faut savoir que c'est le matin. Je sais pas quand est-ce que vous regarderez l'épisode. Il est pas Ça très passe bien. tard. Ça passe Mais- bien. Ça passe. Je sais pas quelle heure il est. Oh, c'est une heure buvable. Oui. Ça dépend dans quel pays. Tu veux dire avec un décalage horaire ou Non, mais avec la culture du la pays culture du pays. Ah ouais, ok. C'est vrai Du qu'il y a, canton même. il y a beaucoup de personnes chez Coca. Enfin, je trouve que dans les employés, il y a énormément de personnes qui se passionnent pour le vin, pour la bière, pour la bonne bouffe. Enfin, qui sont épicuriens plus, j'ai envie de dire. Je me demandais si c'était un peu un critère d'embauche. Non, mais c'est vrai que dès le début, je me rappelle quand on était une petite équipe, Benoît venait déguster ses vins au milieu du bureau parce qu'avant, dans nos anciens bureaux, ils étaient très petits, très lugubres. Donc il n'y avait pas tellement de zones un peu restauration. Il y avait une cafétéria, cuisine. C'est vrai, je me souviens de cette époque, c'était extraordinaire. Et du coup, Benoît, il alignait les quilles, comme vous les appelez, parce que pour ceux qui ne le savent pas, tous les vins qui sont vendus sont goûtés, et même ceux qui ne sont pas vendus, parce que du coup, il faut les sélectionner. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens curieux, et il y a beaucoup de jeunes qui se sont de plus en plus intéressés, parce que du coup, Benoît était là, il expliquait pourquoi il aimait ce vin, pas ce vin. Donc c'est clair qu'il y avait ce partage de connaissances qui a toujours été un principe important chez Coca. Et ça, c'est la chance aujourd'hui d'être 230, avec plein de compétences différentes. Et même aujourd'hui, on a un chef ici, et c'est toujours intéressant de voir les plats qu'il fait. Donc je pense qu'il y a toujours cette curiosité des jeunes, des nouveaux, et de partager en fait leur passion, quoi. Donc je me rappelle encore ces soirées dégustation à sélectionner entre guillemets les vins pour Q-Wine. Mais je sais pas si ça a été un critère de sélection des gens, mais je pense quand même, enfin surtout au début, après quand on grandit, tu as une sélection différente, mais je crois que oui, il y a toujours eu une volonté d'avoir des valeurs partagées, une bonne humeur partagée, une joie de vivre, et en effet, tout ça, ça se partage autour d'un bon repas. Donc oui, je crois qu'il y a vraiment une bonne bande d'épicuriens en effet chez nous, quoi. En tout cas, moi, quand j'ai fait mon entretien d'embauche avec toi d'ailleurs, Vanessa, à l'époque, la question est tombée, quel était mon plat préféré? Bon, après, ça avait du sens vu que j'étais venu pour créer les recettes du blog.
Mais du coup, j'ai envie de vous retourner la question maintenant. Est-ce que vous avez un plat préféré ou une Madeleine de Proust ou quelque chose qui vous parle vraiment dans la cuisine et qui vous... Enfin, vraiment, oui. Ce que vous aimez le plus, peut-être. Même si je trouve que cette question n'a pas beaucoup de sens parce que j'arrive jamais à y répondre moi-même. Qu'est-ce que j'aime le plus? Il y a tellement de choses. Moi, mais, j'ai une Madeleine de Proust, c'est sûr. Madeleine de Proust, c'est vraiment ce plat réconfort, doudou, qui rappelle l'enfance, quoi. Bah, dis-nous. Ah, moi, c'est la galette de patates. Ça vient du Berry, du centre de la France. Et c'est un truc qu'on mangeait uniquement quand on allait en vacances chez mes grands-parents. Et c'est très simple, c'est de la pâte feuilletée dans laquelle on a ajouté de la purée de pommes de terre. Et puis on fait le pliage de la pâte feuilletée avec la pomme de terre dedans. Et parfois un peu aussi de fromage blanc de chèvre, parce que c'était, en tout cas à l'époque, un grand terroir pour les fromages de chèvre. Et on mangeait ça au petit-déj le matin. C'est magnifique. Vraiment. Ouais, non, c'est vraiment... c'est quelque chose d'assez unique pour moi. Ouais. Joli. Ouais. Allez, Vanessa. Alors moi, c'est pas très original, mais la chose sans laquelle je pourrais vivre, mais sincèrement, c'est les pâtes, mais sous toutes les formes. Amatriciana, arrabbiata, juste tomate, pesto, voilà. Moi, c'est ça qui m'amène le plus grand réconfort et bonheur, je crois. Ça, c'est marrant, mais c'est une tradition familiale. Tous les dimanches soirs, c'est des pâtes. Ouais. C'est obligatoirement. Exactement. Toutes les sauces aussi, ils passent. Toi, Fabio? Un peu de tout. J'adore les choses à partager, mais j'adore tout ce qui est ceviche, tout ce qui est poisson cru. J'aime beaucoup parce que du coup, je trouve que j'aime bien le poisson, puis du coup, je trouve que les arômes ils sortent mieux. Mais tous les plats à partager, un peu forme tapas, tout, parce que je trouve que ça va aussi avec la convivialité. Puis après, de temps en temps, une bonne raclette, ça passe toujours bien. Surtout quand il commence à faire un peu plus frais, Ouais. comme ces prochains jours. Ouais. Bah ça, la convivialité, on a vu qu'en plus c'était une tendance dans les restaurants de manière générale. Maintenant, de plus en plus, on propose des petits plats à partage en table. Et c'est vrai que moi aussi, c'est une tendance que je trouve vraiment cool. Ce partage, le petit plat Ouais. au milieu de la table, un peu. Qui est plus. Le partage, c'est de toute façon la base de la bonne table. C'est évident. Donc moi, pour répondre, je vais tricher un peu, mais ce sera justement pain, vin, fromage. Ouais. Le vin rouge ou vin blanc avec le fromage, Il faut du les coup. deux. Il faut Pain, les vin, deux. fromage. Moi, je Ça rajoute dépend une des salade fromages, verte. mais il faut les deux. Ok. Donc Marion, ta Madeleine de Proust, elle me fait marrer parce que c'est aussi, si on doit jouer à ça, jouer à ça, c'est pas vraiment. Ouais, on n'a un jeu, pas mais- entendu la tienne en fait. Ma Madeleine de Proust, ce serait un peu, pas similaire à la tienne, mais la même chose, c'est la galette au beurre charentaise de ma grand-mère qu'elle fait. Il y en a toujours quand on va chez elle, dans une boîte en fer. Et que c'est sec, hein. C'est pas le truc le plus glamour du monde, c'est vraiment, tu peux casser une pierre avec. Ah. Mais c'est servi à l'heure du thé. Du coup, tu trempes dans le thé comme ça et tu manges et ça a goût de beurre. Enfin, c'est génial. Mais c'est Très les bien. souvenirs, un peu la simplicité de l'enfance peut-être qui est là. Un peu Et- désuet comme ça. Un peu désuet, mais bon, ça revient à la mode, le désuet. On remarque un peu que c'est... on revient à des choses plus faites maison, peut-être dû aux dernières années avec ce qui s'est passé, mais du coup, on a un gros retour aux choses plus simples. Est-ce que vous le sentez chez Coca, qu'on a un retour un peu plus aux sources et des choses comme ça? Bon, on le voit beaucoup avec... c'est vrai que la partie épicerie fine sur cooking, c'est beaucoup développé avant, mais pendant le Covid, beaucoup. Parce que, comme tu disais, les gens étaient beaucoup à la maison. Et du coup, ils avaient envie de profiter d'être à la maison pour faire du pain. Je pense qu'un Suisse sur deux a fait du pain pendant le Covid. Et c'est vrai que le pôle cooking s'est beaucoup développé dans l'épicerie fine. Oui, exactement. Je pense qu'il y a une énorme trend du fait maison, ça c'est sûr. Tout le monde avait tout d'un coup, pendant la pandémie, une révélation culinaire. On a pu même voir par rapport à nos ventes. Tout à coup, la machine à pain, ça a explosé. Les moules aussi, les farines, tout ça. Après, ça s'est quand même un petit peu recalmé, parce que les gens ont eu besoin de ressortir, d'aller à nouveau dans les restaurants, et bien heureusement. Mais oui, le fait maison, mais aussi le naturel, le local, le bon produit surtout. Je crois que les gens, ils en ont marre de manger mal, manger pas bien. Évidemment, malheureusement, ça coûte encore cher. C'est pas toujours accessible pour tout le monde, la bonne bouffe. Ouais. On espère que ça va changer, mais oui, clairement, il y a une vraie volonté. Il y a aussi un dégoût peut-être de trop l'industriel, des mauvais ingrédients, pardon. Et ça, nous, clairement, on essaye de mettre en avant chez nous. Okay. Et vous êtes essayé un peu pendant le Covid à faire vos pains, vos yaourts Évidemment. Évidemment. J'ai toujours mon levain dans un coin Dans un point. que je nourris. Depuis 2020, du coup. Il n'est pas très actif, mais on l'a gardé en souvenir. Moi, j'en ai reçu de Benoît, mais j'ai pas réussi à faire vivre plus de 6 mois. C'est vrai. Eva, donc Miss Q Wine m'avait transmis un bout de levain que j'ai essayé de
de chérir. Mais c'est vrai que c'est comme un sacré boulot. Ah, c'est Ouais. une Mais c'est éducation. intéressant de comprendre le processus, même si après tu ne continues pas forcément des mois et des années. Ouais, puis le pain au levain, c'est quand même la base pour moi, je trouve. Ah ouais, Ça n'a c'est rien à voir avec le reste. Ah, c'est chouette. Et puis, vous avez un petit peu des envies. On a parlé effectivement de ce potentiel vigne. Mais est-ce que vous avez d'autres envies, d'autres choses que vous voyez qui pourraient être développées pour la suite? Sans limite, les projets plus fous. Sans limite, ouais. Allez, rêvons. Après, je pense qu'on parlera du Stam, je pense, parce qu'au-delà du restaurant, pour nous, ça sera un vrai lieu en fait, de convivialité. Je pense que pour ceux qui connaissent, c'est des cuisines ouvertes avec des grands buffets. Donc l'idée, c'est aussi Vanessa parlait d'ateliers, donc de plus en plus faire des ateliers enfants, adultes. Donc je pense qu'on va déjà exploiter ce qu'on a ici, parce qu'on a un bel outil de travail. Hein. Et en tout cas, c'est un peu ce côté opérationnel de dire, OK, maintenant on a ces outils-là, puis il y a un potentiel énorme. On voit avec les soirées Q-Chef, on voit le midi. Benoît a déjà fait des événements avec des vignerons qui sont venus présenter leur vin à une soirée. Donc je pense que déjà ce lieu, parce longtemps on n'a pas eu de lieu chez Coca. Jusqu'à l'année passée, on était dans des endroits très lugubres et du coup on n'avait pas vraiment un lieu chez nous. Donc on allait investir la brasserie, des brasseurs à nous, partenaires à nous. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec ce lieu, on voit le potentiel, puis on voit que les gens sont contents de venir ici parce que déjà ils voient le lieu, ils nous voient. Parce qu'à chaque fois, il y a des gens de Coca qui se baladent, qui sont là pour discuter avec eux. Donc en tout cas, de mon côté, c'est vraiment faire bénéficier en fait, à toute la communauté de ce lieu sous différentes formes. Parce que oui, le Stam, il faut peut-être préciser que dès qu'on a commencé, enfin que le projet du Stam était intégré dès le départ au bureau Coca, que l'un et l'autre, je pense, quand on a décidé d'avoir un lieu, le resto, est-ce qu'il est venu tout de suite ou est-ce qu'il est venu un peu après? Moi, il me semble qu'il était rêvé depuis très longtemps. Il était rêvé, mais honnêtement, pour être transparent, on ne devait pas le gérer nous. C'est dans le sens où qu'on a pris le bâtiment, il y avait un restaurant qui était prévu, mais on pensait le mettre au concours. On s'est dit, OK, nous, on n'est pas experts, on ne va pas prendre ce challenge. Et c'est vrai qu'on a reçu peu de projets qui nous excitaient. Et je me rappelle toujours de Guillaume, qui est une personne qui nous a aidé à développer le pôle expérience et qui a beaucoup développé le restaurant, et Jay Gower, qui nous a aidé, soutenu aussi dans ce projet, qui nous ont dit, est-ce que vraiment vous avez envie que l'identité du bâtiment ne soit pas la vôtre? Et c'est à ce moment-là où, en fait, on a eu un switch. Puis on s'est dit, OK, je pense que le bâtiment, il vit grâce au restaurant. C'est le premier lieu où tu rencontres quelqu'un. Quand tu as un rendez-vous, la première chose que tu fais, tu vas boire un café, tu l'invites à manger. Et c'est vrai qu'on avait envie d'un lieu qui nous ressemble. Et l'idée était venue, c'est que comme on est à Bussigny, dans une zone un peu moins sexy, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire venir la communauté? Et il y a eu l'idée des chefs résidents et des chefs éphémères qui viennent maintenant 1 ou 2 chefs par mois. Et c'est ce qui nous a aidé à dire, OK, il y a un truc à faire. Donc c'est venu après. Et je pense qu'on ne regrette pas aujourd'hui parce que c'est un lieu de vie quasiment aujourd'hui et pas seulement un restaurant. Chouette. Et vous auriez quoi si vous deviez donner des conseils un petit peu pour débuter dans le métier, que ce soit F&B plus global ou aussi dans la restauration? Maintenant que vous avez, toi en plus Fabio, tu es quand même très proche du restaurant depuis les débuts. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à des personnes qui ont envie de se lancer? Je sais que lancer un restaurant, c'est pas facile. Je suis pas expert du tout. Honnêtement, je réalisais pas que c'était aussi pas compliqué, mais aussi... c'est que le digital, tu ouvres un shop, il y a un petit peu de code, tu ouvres une verticale, tu mets des produits, il y a une communauté qui achète. Là, aujourd'hui, il y a un challenge humain, parce qu'il faut quand même du staff qui est motivé, du staff qui donne cet ADN Coca. Et il y a tout un travail de réflexion, de se remettre en question. Rien que les chefs, de trouver des chefs continuellement. Ouais. On a retrouvé un peu le filon, il y a le bouche à oreille qui se fait entre les chefs. Mais il y a un gros travail de ne pas dire que ça marche, on laisse comme ça. Donc il y a un gros travail. Donc le conseil, j'en ai pas beaucoup. Après, c'est clair, comme tous les projets entrepreneurs, je pense que dès que tu as une passion, il faut être bien entouré, conseillé, soutenu, et puis communiquer un maximum. On réalise aujourd'hui qu'il y a un phénomène dans les restaurants, pas de mode, mais de côté où les gens ils parlent bouche à oreille. Et voilà, mais après, j'ai pas plus de conseils que ça dans la restauration. Peut-être que Benoît et Vanessa auront peut-être plus de conseils. Non, je suis très mal placé pour donner des conseils. J'ai déjà du mal à m'écouter moi-même.
Donc, non, très compliqué. Mais c'est vrai que c'est ce qui est chouette. Et c'est vrai, c'est ce que tu dis. C'est bon, d'avoir un projet, c'est une chose. Et puis surtout, c'est de tout donner pour le faire vivre. Et c'est un peu le conseil un peu bête qu'on peut donner quand tu te lances. C'est effectivement d'y croire à 200% et puis de se donner tous les moyens. C'est le seul conseil que je peux donner. Techniquement, j'aurais rien d'autre à placer. Oui, dans une continuité, c'est avoir une vision, avoir une passion, c'est ça. Je pense que c'est ce qu'on veut tous dire. Il faut être passionné et surtout quand on lance des projets, sans la passion, le résultat n'est jamais terrible. Et en effet, être bien entouré, c'est ce qu'on a vu chez nous, c'est en équipe. Tu fais tout en équipe. Oui, tu dois avoir les mêmes valeurs, mais il faut prendre des gens complémentaires. C'est hyper important. Pas avoir les gens qui ont forcément la même vision, surtout avoir des gens qui te challenge, qui te réaniment, qui te réveillent un petit peu dans ta manière de penser tous les jours, et des gens aussi qui sont mieux que toi dans certains domaines. C'est hyper important, ne pas avoir peur de ça et après se lancer, oser. Jean, toi, tu as fait le HL, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus? Question piège, c'était il y a longtemps et j'ai pas suivi malheureusement mon cursus mais en ayant fini l'école. Tu t'es quand même beaucoup diversifié en fait. Beaucoup diversifié, bah oui, moi je suis pas resté dans l'hôtellerie pure, vu que maintenant je fais de la création de recettes pour le blog et pour les livres, et maintenant ce podcast avec toi Marion. Mais du coup, oui, c'est le conseil que donne Vanessa. Moi c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi ma passion. Sachant que j'étais passionné toujours par la gastronomie et l'univers de la cuisine, mais que je ne voulais plus travailler en hôtellerie, ni en cuisine, ni en service, mais vraiment faire de la création pure et dure, et c'est ce que j'ai fait. Ça a été un peu galère au début, mais maintenant tout va bien. Donc comme quoi, il faut vraiment parfois s'écouter et suivre un peu. Jusqu'à même servir 100 personnes par soir pendant une semaine. Pendant une semaine, c'était challenging. Plus de 100 personnes. Parce que Jean était le premier, je dirais, chef amateur, je sais pas comment appeler, passionné. Chef pas chef, ouais. Chef pas chef, à venir tenter de faire à manger, entre guillemets, faire à manger pas seul, parce qu'il y a une équipe, une brigade qu'on a derrière qui sont des professionnels, mais qui était un joli challenge de dire ok, de faire pendant 5 soirs plus de 100 personnes avec une création. Ça a été un joli challenge et bravo. Ça n'aurait pas été possible sans toute l'équipe du Stam. J'ai plus créé le menu et fait le commis en cuisine qu'autre chose, mais du coup, super expérience. Ça, il faut pas dire. Si, il faut être honnête. Mais je pense que c'est un petit peu aussi un des avantages de travailler chez Coca dans le milieu gastronomie, vin, c'est qu'il y a quand même une certaine liberté de lancer des projets, de créer des choses. Je pense que je sais pas ce que vous en pensez, vous allez peut-être prendre la parole sur le sujet, mais je trouve que c'est quand même une des forces aussi du milieu F&B chez Coca, c'est cette liberté de créer des choses un petit peu folles qu'on nous laisse, en fait. C'est chouette. C'est la fibre entrepreneuriale en fait de chacun. Et c'est ce qui, d'ailleurs, c'est ce qui m'a toujours motivé chez Coca. C'est peut-être pour ça que je suis toujours là, 15 ans après. C'est que j'ai toujours pu en fait avancer et développer ce qui me passionnait, ce que je voyais devant et ce qui me faisait envie et ce qui avait du sens pour la communauté. Voilà. Et c'est un petit peu aussi, c'est une des valeurs de Coca, quoi. C'est ce côté entrepreneuriat et développement de nos passions, en fait. Moi, je me rappelle beaucoup aussi parce que Benoît, au début, il était très pro-vin, ce que je comprends, parce qu'il vient de ce domaine-là. Puis à un moment donné, c'est vrai qu'il a tenté les alcools forts. Puis on avait eu un petit débat là-dessus parce qu'il disait « Ah non, les alcools forts, je ne pense pas que la communauté serait intéressée. » Et c'est vrai que l'équipe à Benoît, ils sont très proches je trouve que c'est un shop où il y a une vraie relation. Tout le monde a une relation avec sa communauté. Mais comme le vin est un monoproduit, il y a vraiment un échange. Et c'est vrai que peut-être tu peux en parler. Parce que moi, ça m'a beaucoup plu, en fait, l'évolution des alcools forts, et pas uniquement des alcools forts, mais l'histoire du rhum avec la marque qu'on a créée, Originaire. Et c'est vrai que comment c'était venu, en fait, l'idée de dire, OK, aujourd'hui, j'ose proposer autre chose que du vin, alors que le shop s'appelait Q-Wine. Ouais, c'est ce que je disais, c'est... à la base, je suis effectivement donc, vigneron, œnologue, ça tourne autour du vin, mais également passionné par quelques spiritueux, dont le rhum. Et puis, j'ai investigué, j'ai tenté de sourcer en fait, des bons canaux pour me fournir, pour créer en fait, cette marque. En fait, juste pour te répondre par rapport à la relation que la communauté a avec l'alcool, c'est pas
du tout addictif dû au produit. Hein. C'est simplement que c'est culturel. Et c'est évidemment qu'on a une autre relation avec un produit artisanal, culturel, ancré effectivement dans un patrimoine qu'avec une télévision. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'on a un rapport de proximité avec la communauté. Hein. C'est tout simple. Hein. Très bien. Ouais, et c'est pas parce qu'on travaille dans le vin que forcément on est alcoolique. Ça peut être simplement une passion. Non, mais c'est vrai que, je sais pas toi, Benoît, mais moi ça m'arrive très régulièrement. Si j'explique un petit peu ce que je fais dans la vie, on me dit tout de suite sur le ton de la blague, ah donc t'es alcoolique. Et puis non, en fait. Je pense que le plus sportif d'entre nous, c'est Benoît ici autour de la table. Donc, exactement. On peut confirmer que c'est pas le cas. C'est clair. Mais en fait, les deux ne sont pas incompatibles. Je bois du vin tous les jours. Oui. Tous les jours. Quasiment. Même la veille d'une course, même la veille d'une compétition. C'est pour le stress. Non, c'est parce que ça fait partie de ma culture, ça fait partie de la table. Ok, je vais manger 200 grammes de pâtes la veille d'une compétition, mais ce plat de pâtes sera accompagné d'un verre de rouge. Et ça ne va pas nuire à mes performances. Je ne suis pas derrière les performances. Mais ça, comme tu le dis, c'est très culturel. Enfin, moi, je vois... dans ma famille, que ce soit mes grands-parents et mes parents, pareil, tous les jours, il y a toujours eu à table une bouteille de vin à tous les repas. Et c'est un verre pour se faire plaisir, et c'est quelque chose de très ancré culturellement, je pense. Exactement. Et on en revient à ce qu'on disait, c'est de la modération, c'est du plaisir et de la modération. À partir de là, je pense que tout va bien. Cool. Bon. Et toi, Benoît, du coup, pourquoi tu as choisi plutôt la production que la vente, en fait ? L'inverse, pardon, j'ai inversé ma question. Pourquoi tu as choisi la vente plutôt que la production ? Ta question va dans les deux sens. Ouais. Bon, voilà, moi je suis donc fils de vigneron, et puis j'ai choisi production parce que un petit domaine artisanal, donc les mains dans le raisin depuis toujours, donc on était plus dans la production. Mais par la suite, je me suis orienté dans la commercialisation, mais c'était donc des vins du domaine. Et puis, donc mes formations sont autour de la production, mais rapproché de la commercialisation, de la diffusion, par ouverture d'esprit, par envie de découverte en fait, parce que c'est vrai que quand tu es dans la production d'un vin, d'un domaine, d'un terroir. Alors que dans la commercialisation et la diffusion, notamment en Suisse, où c'est quand même très international, ça permet de découvrir tous les horizons vitivinicoles qui ne m'étaient pas ouverts d'office, comme ça, coincé dans ma petite Bourgogne. Donc c'est vraiment ce qui m'a attiré à travers aussi, ce je pense, les rencontres avec les vignerons. Oui, complètement. C'est sûr que c'est ce que je dis, c'est... Quand j'entends ouverture sur la culture, c'est global. C'est tous ces vignerons, leur façon de faire, leur méthodologie, leur terroir, leurs approches personnelles qui me passionnent. Voilà. Merci. On arrive à la fin du temps. Du coup, je pense qu'on va se quitter sur ces belles paroles. Merci d'avoir été là avec nous pour cette table ronde. Merci pour l'invitation. Merci merci beaucoup. À tout le monde. C'était chouette. Très sympa. Merci d'avoir passé ce moment en notre compagnie. On espère que ce premier épisode du Côtoir t'aura plu et t'aura permis de découvrir toute la richesse de l'univers de la gastronomie chez Coca. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, santé et bonne app. Santé, Santé. bonne app. Santé.